Je n'ai jamais pensé que la réponse à une vie entière de questions viendrait un mardi matin ordinaire, assis dans ma cuisine, à regarder une tasse de café refroidir devant moi. Je m'appelle Marcel, j'ai 78 ans, et pendant presque toute mon existence, j'ai porté quelque chose que je ne savais même pas nommer. Un vide. Pas une tristesse, pas une dépression, rien d'aussi précis que ça. Juste ce sentiment constant que quelque chose manquait, que je n'étais pas tout à fait là où j'aurais dû être, même quand tout semblait parfaitement en ordre dans ma vie. Et ce que j'ai compris ce matin-là, après 78 ans, m'a changé d'une façon que je n'aurais jamais pu anticiper. Je vais vous raconter quelque chose que je n'ai jamais dit à personne, pas même à ma femme Janine, que j'ai perdue il y a 6 ans. Ce n'est pas parce que je voulais cacher quoi que ce soit, c'est parce que je n'avais pas les mots, et peut-être aussi parce qu'une partie de moi avait honte de ressentir ce vide alors que, sur le papier, j'avais une belle vie, une femme formidable, 3 enfants en bonne santé, un travail d'ingénieur qui m'a nourri et m'a donné une position dans la société, une maison dans laquelle j'ai vu mes petits-enfants faire leurs premiers pas. Tout ça était réel et tout ça avait de la valeur. Je ne minimise rien de ce que j'ai eu, mais ce vide, lui aussi, était réel, et pendant des décennies, je n'ai fait que l'ignorer en m'occupant davantage, en travaillant plus, en remplissant chaque silence avec quelque chose d'utile. Mon père était un homme de peu de mots. Il est né en 1920, il a traversé la guerre, il a construit sa vie avec ses mains et avec une forme de discipline intérieure que je n'ai jamais tout à fait comprise étant enfant, mais que j'ai profondément admirée en grandissant. Il ne parlait pas de ses émotions, non pas parce qu'il était froid, mais parce que pour lui, les émotions étaient quelque chose qu'on gérait en privé, dans le silence, et qu'on n'imposait pas aux autres. Je pense que j'ai hérité de ça. Pas de façon consciente, pas parce qu'on me l'a enseigné avec des mots, mais parce que c'est ce que j'ai observé, et les enfants apprennent surtout par ce qu'ils observent. J'ai grandi dans une petite ville du sud de la France, fils unique d'un mécanicien et d'une institutrice. Nous n'étions pas riches, mais nous n'avons jamais manqué de rien d'essentiel. Ma mère était douce, attentionnée, et elle avait cette façon de remplir une pièce avec sa présence sans jamais élever la voix. Je l'aimais profondément. Mon père, lui, je l'aimais à travers le respect, à travers cette admiration silencieuse que les fils ont parfois pour leur père, sans jamais vraiment le leur dire. Et ni l'un ni l'autre ne m'a jamais dit, aussi clairement que je le dis maintenant, ce que je ressentais ou ce dont j'avais besoin. Ce n'était pas un manque d'amour, je veux être très clair là-dessus. C'était simplement une façon d'être, une génération, une époque. On ne parlait pas de soi-même de la même façon. On ne se demandait pas ce qu'on ressentait profondément comme on le fait aujourd'hui. On se demandait si on avait accompli ce qu'on devait accomplir. Et moi, très tôt, j'ai intégré cette façon de mesurer ma valeur. Est-ce que j'ai bien travaillé aujourd'hui? Est-ce que j'ai rempli mes obligations? Est-ce que j'ai été un bon fils, un bon mari, un bon père, un bon employé? C'est à travers ces questions-là que je me suis évalué pendant la plus grande partie de ma vie. Et longtemps, j'ai cru que c'était suffisant. Je me souviens d'un soir, j'avais peut-être 35 ans, nous étions à table avec Janine et les enfants. C'était une soirée ordinaire, le genre qu'on oublie en général. Les enfants riaient, Janine avait cuisiné quelque chose de bon, et tout était exactement comme ça devait être. Et au milieu de cette scène parfaite, j'ai ressenti quelque chose d'étrange, presque insupportable. Pas de la tristesse, non, plutôt une distance, comme si je regardais ma propre vie depuis l'extérieur, depuis derrière une vitre, sans vraiment pouvoir y entrer. J'ai souri, j'ai mangé, j'ai participé à la conversation, parce que c'est ce qu'on fait. Mais intérieurement, il y avait ce vide, cette question que je n'ai pas su formuler ce soir-là et que je n'ai pas cherché à formuler davantage parce que ça ne me semblait pas utile. Ce soir-là, j'ai pensé que j'étais peut-être juste fatigué. J'ai dit fatigué à moi-même pendant 40 ans. C'est ce que je faisais à chaque fois que le vide revenait. Je me disais que j'étais fatigué, que le travail était trop prenant, que j'avais besoin de vacances, que ça passerait. Et ça passait, en effet, ou du moins, ça s'estompait. La vie reprenait, les obligations reprenaient, et je m'y jetais de nouveau avec cette énergie que les gens autour de moi admiraient. On me disait souvent que j'étais quelqu'un de fort, de fiable, de présent. Et je l'étais, sincèrement. Je ne jouais pas un rôle, mais quelque part en moi, sous cette solidité que les autres voyaient, il y avait quelque chose que je ne touchais jamais. Quand je pense à ma carrière, je pense à une succession de projets bien exécutés, à des collègues que j'estimais, à des problèmes techniques que j'aimais résoudre. J'ai toujours été quelqu'un qui aimait résoudre des problèmes. Peut-être trop.
Parce que quand quelque chose ne se résolvait pas avec de la logique et de l'effort, je ne savais pas quoi faire avec. Et le vide dont je vous parle ne se résolvait pas comme ça. Il ne répondait pas à l'effort. Il ne répondait pas à la discipline. Il était là, indifférent à tout ce que je faisais pour l'ignorer. Janine le sentait, je crois. Elle ne me l'a jamais dit directement, pas de cette façon-là, mais il y avait des moments où elle me regardait avec une attention particulière, comme si elle cherchait quelque chose dans mes yeux que je ne lui montrais pas. Une fois, peu de temps après la naissance de notre deuxième, elle m'a demandé si j'étais heureux. Pas est-ce que ça va? Non. Elle m'a demandé si j'étais heureux, et j'ai répondu que oui, bien sûr, que j'avais tout ce qu'il fallait pour l'être, ce qui était vrai. Et elle a hoché la tête doucement, et elle n'a rien ajouté. Mais je sais aujourd'hui qu'elle n'était pas tout à fait satisfaite de cette réponse, parce qu'avoir tout ce qu'il faut pour être heureux et être heureux, ce n'est pas la même chose, et elle le savait mieux que moi. La retraite a été difficile d'une façon que je n'avais pas anticipée. Quand vous avez passé toute votre vie à vous définir par ce que vous faites, quand vous avez construit votre sentiment d'utilité et de valeur sur votre travail et vos responsabilités, le silence qui suit l'arrêt de tout ça est assez brutal. Pendant les premiers mois, j'ai cherché à remplir le temps avec des projets, j'ai refait la terrasse, j'ai aidé mon fils avec sa maison, j'ai lu des livres sur des sujets que je n'avais jamais eu le temps d'explorer. Tout ça avait de la valeur, et je ne regrette rien de ce que j'ai fait. Mais le vide était toujours là, et maintenant il était plus difficile à ignorer parce qu'il n'y avait plus le bruit du travail pour le couvrir. C'est là que j'ai commencé à penser vraiment, pour la première fois de ma vie, à ce que je ressentais réellement. Pas à ce que je devais ressentir, pas à ce qu'il était raisonnable de ressentir dans ma situation, mais à ce qui était réellement là, en moi, quand je m'arrêtais suffisamment longtemps pour le regarder, et ce que j'ai trouvé m'a surpris, pas de la colère, pas de l'amertume, rien d'aussi violent, juste ce sentiment que pendant toutes ces années, je n'avais pas vraiment vécu depuis l'intérieur. J'avais fait des choses, j'avais accompli des choses, j'avais aimé des gens, mais il y avait une partie de moi que je n'avais jamais laissé participer à tout ça, une partie que j'avais mis de côté très tôt, sans même m'en rendre compte, parce que ça ne semblait pas pratique, pas utile, pas conforme à ce qu'un homme devait être. Puis, Janine est partie. Un matin de novembre, d'une façon si soudaine que je n'ai pas eu le temps de me préparer, bien que je sache qu'on ne se prépare jamais vraiment à ça. Et le vide que j'avais toujours connu est devenu quelque chose d'autre, quelque chose de plus grand et de plus douloureux. Mais au milieu de ce deuil, quelque chose de bizarre s'est produit. Pour la première fois de ma vie, je me suis autorisé à pleurer sans chercher à contrôler comment ça avait l'air, sans me dire que j'avais à être fort pour les enfants, sans calculer la durée acceptable de la tristesse. Je pleurais et c'était tout. Et dans ces moments-là, dans cette vulnérabilité que je n'avais jamais autorisée avant, je me suis senti paradoxalement plus présent dans ma propre vie que je ne l'avais été depuis des années. C'est une chose étrange à dire, je sais, que c'est dans la douleur que je me suis senti plus vivant, mais c'est ce qui s'est passé, et ça m'a mis sur une piste que je n'aurais pas trouvée autrement. L'année suivante, ma petite fille Camille, qui a une façon de parler de tout avec une franchise déconcertante, m'a demandé un jour si j'avais déjà fait quelque chose dans ma vie juste parce que ça me faisait du bien, sans que ça serve à quoi que ce soit d'autre. J'ai réfléchi, et honnêtement, pendant un long moment, je n'ai pas trouvé de réponse. Il y avait eu des choses que j'aimais faire, bien sûr, la randonnée, la lecture, quelques années de pétanque avec des amis, mais même dans ces activités, j'avais toujours trouvé une façon de les justifier. La randonnée, c'était pour la santé. La lecture, c'était pour apprendre quelque chose. La pétanque, c'était pour maintenir du lien social. J'avais toujours besoin d'une raison utile. Je n'avais jamais simplement dit « je fais ça parce que ça me plaît, parce que ça me nourrit, parce que ça me fait du bien et que c'est suffisant ». Camille m'a regardé pendant mon silence et elle a dit, avec beaucoup de douceur, « Pépé, t'as le droit d'exister pour toi aussi. » Et cette phrase, aussi simple qu'elle puisse paraître, m'a traversé d'une façon que je ne m'attendais pas, parce que je réalisais soudain que pendant 78 ans, je n'avais pas vraiment cru ça. J'avais existé pour les autres, pour mes obligations, pour mon rôle, jamais vraiment pour moi-même. Pas par manque d'amour-propre, pas parce que je me détestais, mais parce que quelque chose, très tôt, m'avait enseigné que l'existence pour soi-même était une forme d'égoïsme, quelque chose d'un peu honteux, quelque chose qu'on n'avouait pas. Et c'est là que tout a commencé à prendre sens. Ce matin, avec la tasse de café, c'était quelques semaines après cette conversation avec Camille. Je m'étais réveillé tôt, comme souvent, et je m'étais assis dans la cuisine avec ce café que je n'avais pas encore bu.
Il n'y avait aucun bruit, pas de radio, pas de télévision, juste le silence de la maison et la lumière du matin qui entrait doucement par la fenêtre. Et pour une fois, je n'ai pas cherché à remplir ce silence. Je me suis simplement assis dedans. Et dans ce silence, une pensée est venue, très tranquillement, sans drame. Pendant toute ma vie, j'avais cherché à mériter ma place plutôt qu'à simplement la prendre. C'est ça. C'est exactement ça que j'avais fait. Je m'étais convaincu, sans jamais l'articuler consciemment, que j'avais le droit d'exister, d'être là, de prendre de l'espace, seulement si je servais à quelque chose, si j'étais utile, si j'accomplissais des choses. Et quand je ne travaillais pas, quand je n'accomplissais rien, quand je n'étais pas en train d'être utile à quelqu'un, ce vide se présentait comme une accusation silencieuse, comme si mon existence sans fonction était une erreur. J'ai pensé à mon père, à sa génération, à tous ces hommes qui avaient survécu à des guerres, à des privations, qui avaient dû justifier leur existence par la sueur et par le sacrifice, parce que les circonstances ne leur avaient pas laissé d'autre choix. Ce que mon père m'avait transmis sans le vouloir, c'était cette conviction que l'existence se mérite, que vous n'êtes pas simplement là, que vous devez constamment prouver que votre présence dans ce monde est légitime. Et je l'avais intégré si profondément, si tôt, que je l'avais confondu avec ma propre nature. Je ne lui en veux pas. Je veux être très clair là-dessus. Il m'a donné ce qu'il avait, et ce qu'il avait était une survie, une force remarquable, une capacité à continuer malgré tout. Ce ne sont pas de petites choses, mais à côté de ça, quelque chose d'autre avait manqué, et ce n'était pas de sa faute, c'était simplement ce que sa génération n'avait pas eu les moyens de transmettre autrement. Ce que j'avais manqué, c'était la permission. La simple permission d'être là sans justification, de ressentir sans que ça serve à quelque chose, de désirer des choses pour le seul plaisir de les désirer, d'exister dans ma propre vie plutôt que de l'administrer de l'extérieur comme un projet à gérer. Et cette prise de conscience, aussi tardive qu'elle soit, a changé quelque chose. Pas de façon dramatique, pas avec des grands bouleversements visibles de l'extérieur. Ma vie n'a pas radicalement changé, je vis toujours dans la même maison, je vois toujours mes enfants et mes petits-enfants, je suis toujours le même Marcel que j'ai toujours été, mais quelque chose s'est déplacé à l'intérieur. Quelque chose s'est déposé. J'ai commencé à faire des choses sans justification utilitaire. J'ai recommencé à dessiner quelque chose que j'avais fait enfant et que j'avais complètement abandonné parce que ça ne servait à rien de concret. Je dessine des paysages de mémoire, des rues que j'ai traversées dans ma vie, des visages que je veux garder quelque part. Ce n'est pas de l'art, je ne me fais pas d'illusions là-dessus. Mais quand je dessine, je suis là, entièrement là. Et ce vide que j'ai connu toute ma vie se tait. J'ai aussi commencé à parler différemment avec mes enfants, pas de façon théâtrale, pas avec de grandes déclarations d'amour que je n'ai jamais été du genre à faire, mais en posant des questions différentes, en m'intéressant à eux autrement qu'à travers ce qu'ils accomplissaient. Et j'ai réalisé que eux aussi, parfois, cherchaient cette permission, cette validation, qui dit que vous avez le droit d'être là, d'être imparfait, de ne pas savoir exactement où vous allez. Mon fils aîné, Eric, m'a dit un soir que c'était la première fois qu'il me sentait vraiment présent dans une conversation. Et j'ai eu un peu mal en entendant ça, non pas parce qu'il voulait me blesser, mais parce que je savais qu'il avait raison. Pendant toutes ces années où j'avais été là physiquement, j'avais été absent d'une certaine façon, derrière cette vitre que j'avais évoquée tout à l'heure, administrant ma vie de loin plutôt que de l'habiter. À 68 ans, j'apprends à habiter ma vie. C'est une phrase qui peut sonner comme un cliché, je sais, mais je n'ai pas de meilleure façon de le dire. J'apprends à m'asseoir dans le silence sans le remplir immédiatement. J'apprends à laisser une émotion traverser sans la gérer. J'apprends à dire que quelque chose me plaît ou me déplaît sans avoir besoin de justifier pourquoi. Ce sont de toutes petites choses, et pourtant elles me demandent un effort que je n'aurais jamais imaginé, parce que ça va à l'encontre de 70 ans de façon d'être. Il m'arrive encore des moments où le vide revient, plus rarement maintenant, mais il revient. Et ce qui a changé, c'est que je ne le fuis plus. Je le laisse être là. Je lui demande presque ce qu'il veut me dire. Et souvent, ce qu'il me dit, c'est que je suis en train de faire quelque chose en mode automatique, que je suis en train d'exister pour quelqu'un d'autre ou pour une image de moi-même plutôt que pour ce qui est réellement là,
vivant en moi. Si vous m'aviez dit, il y a 10 ans, que la chose la plus difficile que j'aurais à faire dans ma vie serait simplement d'accepter d'exister sans me justifier, je vous aurais regardé avec perplexité, parce que ça ne ressemble pas à un défi. Ça ne ressemble pas à quelque chose d'héroïque. C'est si petit, si intérieur, si invisible, et pourtant c'est la chose la plus fondamentale que j'ai eu à apprendre. Que je suis là, que j'ai le droit d'être là, que mon existence n'est pas un projet à valider, ni une dette à rembourser. Je pense souvent à Janine, ces derniers temps. Je me demande si elle savait, elle, quelque chose que je n'avais pas encore compris. Elle était différente de moi dans sa façon d'habiter le monde. Elle était pleinement là, pas de façon bruyante, pas de façon exhibitionniste, mais avec une présence tranquille et totale qui remplissait les pièces et les gens autour d'elle. Elle n'avait pas besoin de mériter sa place. Elle la prenait simplement et généreusement. Et peut-être que la question qu'elle m'avait posée, si j'étais heureux, n'était pas une question ordinaire. Peut-être qu'elle savait que j'étais à côté de quelque chose d'essentiel et qu'elle espérait que je finirais par le trouver. Je l'ai trouvé. Trop tard peut-être pour certaines choses, pas trop tard pour d'autres. Pas trop tard pour mes petits-enfants, auxquels j'espère transmettre quelque chose de différent de ce que j'ai reçu, pas par les mots seulement, mais par l'exemple, en leur montrant un vieil homme qui dessine des paysages inutiles le matin et qui rit sans raison particulière et qui dit « J'aime ça » sans avoir besoin d'expliquer pourquoi. Vous qui m'écoutez, quel que soit votre âge, je ne sais pas si ce que j'ai dit vous touche ou vous parle. Peut-être que vous vous reconnaissez dans quelque chose, peut-être pas. Mais si vous ressentez, quelque part en vous, ce vide dont j'ai parlé, cette distance de votre propre vie, ce besoin constant de mériter votre existence à travers ce que vous accomplissez, je vous dis simplement ceci. Ce n'est pas une fatalité, ce n'est pas votre nature profonde, c'est quelque chose que vous avez appris et tout ce qu'on apprend, on peut, avec du temps et de la patience, l'apprendre autrement. Je m'appelle Marcel, j'ai 78 ans et je commence seulement à vraiment vivre et quelque chose me dit que ce n'est pas trop tard.